Et si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur la réalité est faux? Non, pas partiellement faux, pas légèrement inexact, mais fondamentalement, profondément, irrémédiablement faux. Et si je vous disais que la preuve de cette affirmation extraordinaire ne vient pas d'une théorie abstraite, pas d'une spéculation philosophique, mais d'une des choses les plus simples et les plus omniprésentes de l'univers? Un photon, une minuscule particule de lumière, polarisée d'une certaine manière. Vous portez peut-être des lunettes de soleil polarisées en ce moment même. Vous regardez peut-être cet écran à travers un filtre polarisant sans même le savoir. Et pourtant, derrière cette technologie apparemment banale, se cache un mystère si profond, si dérangeant, si absolument renversant, qu'il a mis en désaccord les plus grands esprits de la physique pendant près d'un siècle. Un mystère qui, en 2022, a finalement reçu sa consécration ultime, le prix Nobel de physique. Et ce que ce prix a officiellement confirmé, c'est que la réalité, telle que nous la comprenons, telle que nous la vivons, telle que nous la tenons pour acquise chaque seconde de chaque jour, n'existe tout simplement pas de la manière dont nous le pensions. Laissez-moi vous poser une question. En ce moment même, des trillions de photons frappent vos yeux. Ils traversent l'espace, rebondissent sur les objets autour de vous et entrent dans vos pupilles pour créer l'image du monde que vous voyez. Mais voici la partie terrifiante. Avant le moment exact où ces photons interagissent avec vos yeux, avec votre rétine, avec les cellules photosensibles de votre système visuel, ces photons n'avaient pas d'état défini. Ils n'étaient pas dans un état particulier attendant d'être découverts. Ils étaient d'une manière qui défie toute logique classique, tout et rien en même temps. Ils existaient dans ce que les physiciens appellent une superposition, un état quantique où toutes les possibilités coexistent simultanément, où la réalité elle-même est en suspens, indéterminée, floue, jusqu'au moment précis de la mesure. Vous pensez peut-être que c'est une exagération. Vous pensez peut-être que c'est de la vulgarisation poussée un peu trop loin, mais non. C'est exactement ce que la physique quantique nous dit. Et ce n'est pas une interprétation marginale ou controversée. C'est le consensus scientifique, confirmé par des décennies d'expériences de plus en plus précises, de plus en plus ingénieuses, de plus en plus impossibles à réfuter. Et l'outil principal de ces expériences, le protagoniste silencieux de cette révolution scientifique, c'est le photon polarisé. Voici quelques faits qui vont vous donner le vertige avant même que nous plongions dans le cœur du sujet. Premier fait, un photon polarisé peut communiquer avec un autre photon situé de l'autre côté de l'univers instantanément, sans aucun signal, sans aucun mécanisme de transmission, sans rien qui voyage entre les deux. Albert Einstein, le plus grand physicien du XXe siècle, a qualifié ce phénomène d'action fantomatique à distance et il le détestait. Il était convaincu que c'était impossible, que cela devait être le signe d'une erreur dans la théorie quantique. Il avait tort. Deuxième fait. Quand vous mettez des lunettes de soleil polarisées, vous choisissez littéralement quelle version de la réalité lumineuse vous voulez voir. Et vous détruisez toutes les autres versions. Ce n'est pas une métaphore, c'est exactement ce qui se passe au niveau quantique. Chaque fois que vous filtrez la lumière à travers un polariseur, vous effectuez une mesure quantique, vous forcez les photons à choisir un état et dans ce processus, vous anéantissez irréversiblement les autres possibilités. Troisième fait, en 2022, 3 scientifiques, John Clauser,
Alain Aspect et Anton Zeilinger ont reçu le prix Nobel de physique pour avoir prouvé, par des expériences utilisant des photons polarisés, que la réalité n'existe pas de manière indépendante de l'observation. Lisez cette phrase encore une fois. Le prix Nobel de physique a été décerné pour avoir prouvé que la réalité, telle que nous la concevons intuitivement, n'existe pas. Quatrième fait, il existe une expérience si simple qu'un enfant pourrait la réaliser avec 3 filtres Polaroid achetés dans n'importe quel magasin de fourniture, et pourtant, cette expérience brise toutes les règles de la logique classique. Elle produit un résultat qui est littéralement impossible selon notre compréhension normale du monde. Et cinquième fait, peut-être le plus vertigineux de tous, les photons polarisés ont été utilisés pour prouver que l'univers n'a probablement pas de variables cachées, ce qui signifie que l'univers ne possède pas de propriétés définies attendant d'être découvertes. L'univers invente littéralement ses propriétés au moment où nous les mesurons. Il improvise. Il crée la réalité en temps réel. Maintenant, prenez un moment pour absorber tout cela. La réalité existe-t-elle quand personne ne regarde? 2 particules peuvent-elles vraiment être connectées à travers un espace infini? Pourquoi le plus grand esprit de la physique, Albert Einstein, a-t-il perdu le plus grand débat de sa vie face à un photon? Et qu'est-ce qu'une paire de lunettes de soleil bon marché a à voir avec le mystère le plus profond de toute la science? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre ensemble. Et je vous promets que d'ici la fin de ce voyage, votre compréhension de la réalité ne sera plus jamais la même. Avant de plonger dans ce terrier de lapin, et croyez-moi, c'est le terrier de lapin le plus profond de toute la physique, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne parce que nous explorons régulièrement les mystères les plus profonds de l'univers avec ce niveau de détail et de passion. Et laissez un commentaire maintenant avant de continuer. Pensez-vous que la réalité existe quand personne ne l'observe? J'ai hâte de voir ce que vous pensez avant que cette vidéo ne change potentiellement votre point de vue. Pour comprendre pourquoi les photons polarisés ont le pouvoir de remettre en question la nature même de la réalité, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la lumière. Et cette question, aussi simple qu'elle puisse paraître, est l'une des plus anciennes et des plus profondes de toute l'histoire de la science. Les êtres humains se sont interrogés sur la nature de la lumière depuis les premières civilisations. Les anciens Grecs, ces pionniers de la pensée rationnelle, avaient déjà des théories sur le sujet, bien que certaines d'entre elles nous semblent aujourd'hui charmantes dans leur naïveté. Empédocle, par exemple, croyait que nos yeux émettaient des rayons, comme des projecteurs biologiques, et que nous voyions les objets parce que ces rayons les touchaient et revenaient à nous. C'est la théorie de l'émission, et aussi étrange qu'elle puisse paraître, elle a persisté sous différentes formes pendant des siècles. D'un autre côté, Démocrite, le philosophe qui a inventé le concept d'atome, proposait que les objets émettaient de minuscules copies d'eux-mêmes, des films atomiques qui voyageaient dans l'air et entraient dans nos yeux. C'était plus proche de la vérité, en un sens, mais encore très loin de ce que nous savons aujourd'hui. Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que la question de la nature de la lumière commence à recevoir des réponses véritablement scientifiques. Et c'est ici qu'entre en scène l'un des plus grands esprits de tous les temps, Isaac Newton. Newton était fasciné par la lumière. Ses expériences avec les prismes, où il a montré que la lumière blanche est en fait composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, sont parmi les plus célèbres de l'histoire de la science. Mais Newton
ne s'est pas contenté d'étudier les propriétés de la lumière. Il a proposé une théorie sur sa nature fondamentale, la théorie corpusculaire. Selon Newton, la lumière est composée de minuscules particules, qu'il appelait des corpuscules, qui voyagent en ligne droite depuis leur source, rebondissent sur les surfaces et entrent dans nos yeux. Cette théorie expliquait élégamment de nombreuses propriétés de la lumière, sa propagation en ligne droite, la formation d'ombres nettes, la réflexion sur les miroirs. Et venant de Newton, le scientifique le plus respecté de son époque, cette théorie a dominé la pensée scientifique pendant plus d'un siècle. Mais il y avait un problème. La théorie corpusculaire ne pouvait pas expliquer certains comportements de la lumière qui avaient été observés. Par exemple, pourquoi la lumière pouvait-elle tourner légèrement autour des obstacles, un phénomène appelé diffraction? Pourquoi deux faisceaux de lumière pouvaient-ils s'additionner pour créer des zones plus sombres, un phénomène qui semble complètement absurde si la lumière est faite de particules. Si vous lancez des billes les unes vers les autres, vous n'obtenez pas moins de billes, vous en obtenez plus. Et pourtant, la lumière semblait pouvoir s'annuler elle-même dans certaines conditions. Ces observations ne cadraient pas avec la vision de Newton, mais son autorité était si grande que peu de gens osaient le contredire. C'est alors qu'est arrivé un homme qui allait bouleverser notre compréhension de la lumière. Christian Huygens, un physicien et mathématicien néerlandais d'une brillance remarquable. Huygens a proposé une théorie radicalement différente. La lumière n'est pas faite de particules, c'est une onde. Comme les vagues sur la surface d'un lac, comme les ondes sonores dans l'air, la lumière serait une perturbation qui se propage à travers un milieu. Huygens a même proposé l'existence d'un milieu invisible et omniprésent qu'il a appelé l'éther, à travers lequel ces ondes lumineuses se propageraient. Sa théorie ondulatoire expliquait naturellement la diffraction et l'interférence, ces phénomènes que la théorie de Newton ne pouvait pas traiter. Mais Huygens manquait d'une démonstration expérimentale suffisamment convaincante pour détrôner Newton. Et ainsi, les deux théories ont coexisté dans une sorte de rivalité silencieuse pendant plus d'un siècle. Le coup décisif est venu en 1801 grâce à un médecin et physicien anglais nommé Thomas Young. Young a réalisé ce qui est probablement l'expérience la plus célèbre de toute l'histoire de la physique, l'expérience de la double fente. L'idée est d'une simplicité trompeuse. Prenez une source de lumière et dirigez-la vers un écran opaque, percé de deux fentes très étroites et très proches l'une de l'autre. Derrière cet écran, placez un second écran qui servira de détecteur. Si la lumière est faite de particules, comme le pensait Newton, on s'attendrait à voir deux bandes lumineuses sur le second écran correspondant aux deux fentes. Les particules passeraient par l'une ou l'autre fente et frapperaient l'écran en face. Simple, logique, prévisible. Mais ce n'est pas ce que Young a observé. Au lieu de deux bandes, il a vu un motif complexe de bandes lumineuses et sombres alternées, s'étendant bien au-delà de ce que les deux fentes seules pouvaient expliquer. C'est un motif d'interférence, exactement ce que l'on observe quand deux vagues se rencontrent sur la surface de l'eau. Quand deux crêtes se rencontrent, elles s'additionnent et créent une crête plus haute. C'est l'interférence constructive correspondant aux bandes lumineuses. Quand une crête rencontre un creux, ils s'annulent mutuellement. C'est l'interférence destructive correspondant aux bandes sombres. Ce motif d'interférence était la preuve irréfutable que la lumière se comporte comme une onde. Les ondes passant par les deux fentes se superposent
et interfèrent les unes avec les autres, créant ce motif caractéristique. La théorie de Newton venait de recevoir un coup fatal. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Dans les années 1860, un physicien écossais du nom de James Clerk Maxwell a accompli quelque chose d'extraordinaire. Il a unifié l'électricité et le magnétisme en un ensemble de 4 équations d'une beauté mathématique stupéfiante, connues aujourd'hui sous le nom d'équations de Maxwell. Et ces équations prédisaient quelque chose de remarquable: l'existence d'ondes électromagnétiques, des perturbations auto-entretenues du champ électrique et du champ magnétique qui se propagent à travers l'espace. Quand Maxwell a calculé la vitesse de ces ondes théoriques, il a obtenu un nombre qui correspondait exactement à la vitesse de la lumière, déjà mesurée par d'autres scientifiques. La conclusion était inévitable et glorieuse. La lumière est une onde électromagnétique. Ce n'est pas une vibration d'un milieu matériel, comme le son dans l'air. C'est une oscillation auto-entretenue des champs électriques et magnétiques qui se propagent à travers le vide de l'espace à une vitesse de environ 300 000 km par seconde. Affaire classée, pourrait-on penser. La lumière est une onde. Fin de l'histoire. Les équations de Maxwell sont d'une précision extraordinaire, vérifiées par d'innombrables expériences. La théorie ondulatoire de la lumière est l'un des plus grands triomphes de la physique classique, sauf que ce n'était pas la fin de l'histoire. Pas du tout, parce qu'au tournant du XXe siècle, 2 découvertes allaient pulvériser cette belle certitude et plonger la physique dans la plus grande crise de son histoire. La première bombe a été lancée en 1900 par un physicien allemand nommé Max Planck. Planck travaillait sur un problème apparemment technique: le rayonnement du corps noir, c'est-à-dire comment un objet chauffé émet de la lumière à différentes fréquences. Les théories classiques de l'époque prédisaient que l'énergie émise devrait augmenter sans limite pour les fréquences élevées, ce qui conduisait à une absurdité mathématique connue sous le nom de catastrophe ultraviolette. Pour résoudre ce problème, Planck a proposé une hypothèse radicale, qu'il considérait lui-même comme un simple artifice mathématique. L'énergie n'est pas échangée de manière continue, mais par paquets discrets, des quanta. L'énergie de chaque quantum est proportionnelle à la fréquence de la lumière, selon la relation E égale h fois nu, où h est une constante fondamentale aujourd'hui, connue sous le nom de constante de Planck. Cette hypothèse fonctionnait parfaitement. Elle résolvait la catastrophe ultraviolette et donnait des résultats en accord exact avec les observations. Mais sa signification profonde était troublante. L'énergie, et par extension la lumière, ne pouvaient pas être divisées indéfiniment. Il existait une unité minimale, un grain fondamental d'énergie. Planck lui-même ne mesurait pas pleinement les conséquences de sa découverte. Il pensait avoir trouvé une astuce calculatoire, pas une révélation sur la nature de la réalité. C'est Albert Einstein qui, en 1905, l'année miraculeuse, où il a publié 4 articles révolutionnaires, a poussé l'idée de Planck à sa conclusion logique et terrifiante. Einstein a étudié l'effet photoélectrique, un phénomène où la lumière, frappant une surface métallique, arrache des électrons. L'observation clé était que la couleur de la lumière, pas son intensité, déterminait si des électrons étaient arrachés. De la lumière bleue de faible intensité arrachait des électrons, tandis que de la lumière rouge de forte intensité n'en arrachait aucun. Cela était
complètement inexplicable si la lumière était une onde continue. Mais Einstein a montré que tout s'expliquait parfaitement si la lumière était composée de particules discrètes, chacune portant un quantum d'énergie proportionnel à sa fréquence. Les photons bleus ont plus d'énergie que les photons rouges, et seuls les photons ayant assez d'énergie peuvent arracher un électron, indépendamment du nombre de photons de faible énergie que vous envoyez. Einstein venait de réinventer la particule de lumière, mais cette fois avec une base théorique solide. Il l'a appelé le quantum de lumière, et nous l'appelons aujourd'hui le photon. Et c'est ici que la crise atteint son paroxysme. La lumière est une onde. Cela a été prouvé de manière irréfutable par l'expérience de Young, par les équations de Maxwell, par d'innombrables observations d'interférence et de diffraction. Et la lumière est une particule. Cela a été prouvé de manière tout aussi irréfutable par l'effet photoélectrique et par la quantification de l'énergie. Mais elle ne peut pas être les deux en même temps, pas dans le cadre de la physique classique, pas dans le cadre de la logique ordinaire. Les ondes et les particules sont des concepts mutuellement exclusifs dans le monde classique. Une onde est étendue dans l'espace, une particule est localisée. Une onde peut interférer avec elle-même, une particule ne le peut pas. Une onde a une amplitude et une phase, une particule a une position et une vitesse. Comment la lumière peut-elle être les deux à la fois? La réponse, c'est qu'elle ne peut pas. Pas dans le cadre de la physique classique. Il fallait un nouveau cadre, une nouvelle manière de penser, une nouvelle physique. Et c'est exactement ce qui est apparu dans les années 1920 avec la naissance de la mécanique quantique. La dualité onde-particule, comme on l'a appelée, n'est pas un compromis entre les deux visions. Ce n'est pas que la lumière est un peu onde et un peu particule. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et plus dérangeant. La lumière et toute la matière à l'échelle quantique est quelque chose qui n'a aucun équivalent dans notre expérience quotidienne. Elle se comporte comme une onde quand nous cherchons des propriétés ondulatoires et comme une particule quand nous cherchons des propriétés corpusculaires. Mais en elle-même, elle n'est ni l'un ni l'autre. Elle est quelque chose de fondamentalement nouveau, quelque chose que notre langage et notre intuition ne peuvent pas saisir directement. Nous voilà maintenant à la porte d'un monde nouveau, un monde où nos intuitions les plus fondamentales sur la réalité commencent à s'effondrer. Et nous n'avons même pas encore commencé à parler de la polarisation. Maintenant que nous comprenons que la lumière est une entité quantique, à la fois onde et particule, quelque chose qui défie nos catégories classiques, nous pouvons aborder la polarisation. Et c'est ici que l'histoire commence vraiment à devenir fascinante, parce que la polarisation est le pont entre le monde quotidien de nos lunettes de soleil et le monde vertigineux de la physique quantique fondamentale. Pour comprendre la polarisation, revenons un instant à la description ondulatoire de la lumière, celle des équations de Maxwell. Une onde électromagnétique, c'est-à-dire un rayon de lumière, est composée de deux champs qui oscillent perpendiculairement l'un à l'autre, le champ électrique et le champ magnétique. Ces deux champs oscillent dans des directions perpendiculaires entre elles et perpendiculaires à la direction de propagation de l'onde. Maintenant, imaginez que la lumière se propage vers vous, directement vers vos yeux. Le champ électrique oscille dans un plan perpendiculaire à cette direction, mais
dans quelle direction précise dans ce plan? Il pourrait osciller verticalement de haut en bas. Il pourrait osciller horizontalement de gauche à droite. Il pourrait osciller en diagonale à 45 degrés. Il pourrait même tourner en cercle ou en ellipse au fur et à mesure que l'onde progresse. Cette direction d'oscillation du champ électrique, c'est ce que nous appelons la polarisation de la lumière. Imaginons une corde à sauter. Si vous tenez une extrémité d'une corde et que vous la secouez de haut en bas, vous créez une onde qui oscille verticalement. C'est l'analogue de la lumière polarisée verticalement. Si vous la secouez de gauche à droite, l'onde oscille horizontalement. C'est la lumière polarisée horizontalement. Si vous la secouez à 45 degrés, vous obtenez une onde polarisée en diagonale. Et si vous la secouez en mouvement circulaire, vous obtenez l'analogue de la lumière polarisée circulairement. Maintenant, imaginez que vous secouez la corde dans toutes les directions en même temps, de manière aléatoire et chaotique. C'est l'analogue de la lumière non polarisée, la lumière ordinaire que nous rencontrons dans la vie quotidienne, la lumière du soleil, la lumière d'une ampoule, la lumière d'un écran d'ordinateur. Tout cela est généralement non polarisé, ce qui signifie que le champ électrique oscille dans toutes les directions de manière aléatoire. Il existe 3 types principaux de polarisation. La polarisation linéaire, où le champ électrique oscille dans une direction fixe. La polarisation circulaire, où la direction d'oscillation tourne en cercle au fur et à mesure que l'onde progresse à gauche ou à droite. Et la polarisation elliptique, qui c'est le cas général, un mélange des 2 précédentes. Pour notre voyage au cœur des mystères quantiques, nous allons nous concentrer principalement sur la polarisation linéaire, car c'est elle qui est au cœur des expériences les plus révolutionnaires de la physique moderne. Maintenant, comment fonctionne un polariseur? Un polariseur est un dispositif qui ne laisse passer que la lumière polarisée dans une direction spécifique et bloque tout le reste. Pensez à un portail avec des barreaux verticaux. Si vous essayez de passer une épée verticalement, elle passera facilement. Si vous essayez de la passer horizontalement, elle sera bloquée. Un polariseur fait essentiellement la même chose avec les oscillations du champ électrique de la lumière. Un polariseur vertical ne laisse passer que la composante verticale de la lumière, et un polariseur horizontal ne laisse passer que la composante horizontale. Quand de la lumière non polarisée, oscillant dans toutes les directions, frappe un polariseur vertical, seule la composante verticale passe. La lumière qui émerge est polarisée verticalement et son intensité est réduite de moitié, puisque statistiquement, la moitié de l'énergie était dans la composante verticale et l'autre moitié dans la composante horizontale. C'est le premier principe de la polarisation et c'est parfaitement logique et classique. Maintenant, que se passe-t-il si cette lumière polarisée verticalement frappe ensuite un second polariseur qui est orienté à un certain angle par rapport au premier? C'est ici qu'intervient la loi de Malus, une formule mathématique élégante découverte par Étienne Louis Malus en 1808. La loi de Malus dit que l'intensité de la lumière qui passe à travers le second polariseur est proportionnelle au cosinus carré de l'angle entre les 2 polariseurs. Si les 2 polariseurs sont alignés, angle de 0 degré, toute la lumière passe. Si l'angle est de 45 degrés, la moitié de la lumière passe. Et si les 2 polariseurs sont perpendiculaires, angle de 90 degrés.
aucune lumière ne passe. 0. Néant. Blackout total. C'est exactement ce qui se passe avec vos lunettes de soleil polarisées. La lumière réfléchie par une surface horizontale, comme une route mouillée ou la surface d'un lac, est partiellement polarisée horizontalement. Vos lunettes de soleil contiennent un polariseur vertical. La lumière horizontalement polarisée est bloquée et l'éblouissement disparaît. Simple, élégant, utile. Et jusqu'ici, tout est parfaitement compréhensible dans le cadre de la physique classique. Rien de mystérieux, rien de troublant, rien qui remette en question notre compréhension de la réalité. Mais patientez, nous sommes sur le point de rencontrer un paradoxe qui va faire trembler les fondations de la logique elle-même. Voici l'expérience qui change tout. C'est si simple que vous pouvez la réaliser chez vous avec 3 filtres Polaroid, et pourtant, elle contient en son sein un mystère qui a résisté à des décennies d'analyse par les plus grands esprits de la physique. Suivez attentivement, car chaque étape est cruciale. Première étape, prenez un polariseur vertical et placez-le devant une source de lumière non polarisée. La lumière qui en sort est polarisée verticalement, avec une intensité réduite de moitié, parfaitement normale. Deuxième étape, placez un polariseur horizontal directement après le polariseur vertical. Que se passe-t-il? La lumière polarisée verticalement frappe un filtre qui ne laisse passer que la lumière horizontale. Résultat, aucune lumière ne passe. 0. Les 2 polariseurs sont perpendiculaires et selon la loi de Malus, le cosinus carré de 90 degrés est 0. C'est parfaitement logique. Si vous avez une clôture avec des barreaux verticaux suivie d'une clôture avec des barreaux horizontaux, rien ne peut passer à travers les 2. Jusqu'ici, aucun mystère. Et maintenant, 3e étape, celle qui brise la logique. Prenez un 3e polariseur, orienté à 45 degrés, et insérez-le entre les 2 premiers, entre le polariseur vertical et le polariseur horizontal. Que se passe-t-il? De la lumière passe. De la lumière traverse les 3 filtres. Vous avez ajouté un obstacle supplémentaire, un filtre de plus, et au lieu de bloquer plus de lumière, vous en avez laissé passer plus. C'est comme si vous aviez ajouté un mur entre 2 murs imperméables et que soudainement, l'eau commençait à passer. Comment est-ce possible? Faisons le calcul avec la loi de Malus pour comprendre ce qui se passe mathématiquement, même si la logique semble violée. La lumière non polarisée frappe le premier polariseur vertical, la moitié passe, polarisée verticalement. Cette lumière polarisée verticalement frappe ensuite le polariseur à 45 degrés. Selon la loi de Malus, l'intensité transmise est proportionnelle au cosinus carré de 45 degrés, ce qui donne 1/2. Donc la moitié de la lumière passe et elle est maintenant polarisée à 45 degrés. C'est crucial. Le polariseur intermédiaire n'a pas seulement filtré la lumière, il a changé sa polarisation. La lumière qui en sort n'est plus polarisée verticalement, elle est polarisée à 45 degrés. Et cette lumière polarisée à 45 degrés frappe maintenant le dernier polariseur horizontal. L'angle entre 45 degrés et la direction horizontale est de 45 degrés. Selon la loi de Malus, l'intensité transmise est à nouveau proportionnelle au cosinus carré de 45 degrés, donc 1/2. La moitié de la lumière passe. Au final, 1/8 de l'intensité originale traverse les 3 filtres. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est infiniment plus que 0. Le calcul fonctionne. La loi de Malus prédit correctement le résultat. Mais la logique classique est violée.
Dans le monde classique, si la lumière verticale ne peut pas passer à travers un filtre horizontal, ajouter un obstacle entre les deux ne devrait pas changer cela. C'est la première fissure dans la réalité classique et elle vient directement de la polarisation de la lumière. Et si cette fissure vous semble déjà troublante dans le cadre de la physique ondulatoire classique, attendez de voir ce qui se passe quand nous passons au niveau quantique, quand nous considérons non pas un faisceau de lumière contenant des milliards de photons, mais un seul photon à la fois. C'est là que la fissure devient un gouffre. Passons maintenant au niveau le plus fondamental de la réalité, le photon individuel. Oubliez les faisceaux de lumière, oubliez les ondes classiques, oubliez l'intensité lumineuse. Nous allons maintenant considérer ce qui se passe quand un seul photon, une seule particule de lumière, rencontre un polariseur. Et c'est ici que la physique quantique entre en scène avec toute sa magnificence terrifiante. Quand un seul photon polarisé verticalement rencontre un polariseur vertical, il passe, toujours, 100% du temps. Quand ce même photon polarisé verticalement rencontre un polariseur horizontal, il est bloqué, toujours, 100% du temps. Rien de surprenant jusqu'ici. Mais que se passe-t-il quand un photon polarisé verticalement rencontre un polariseur orienté à 45 degrés? La loi de Malus nous dit que l'intensité transmise est de 50%. Mais nous n'avons qu'un seul photon. Il ne peut pas être divisé en deux. Il ne peut pas passer à moitié. Le photon est une entité indivisible, un quantum de lumière. Il passe entièrement, ou il ne passe pas du tout. C'est tout ou rien, 1 ou 0, oui ou non. Et pourtant, si nous envoyons de nombreux photons individuels polarisés verticalement vers un polariseur à 45 degrés, nous constatons que 50% d'entre eux passent et 50% sont bloqués. Chaque photon individuel fait un choix binaire, mais statistiquement, le résultat correspond à la loi de Malus. Voici la question qui fait trembler les fondations de la physique. Ce choix est-il prédéterminé ou véritablement aléatoire? Quand un photon polarisé verticalement approche d'un polariseur à 45 degrés, sait-il déjà s'il va passer ou non? Existe-t-il une propriété cachée, quelque chose d'interne au photon que nous ne pouvons pas voir, qui détermine le résultat à l'avance, ou bien le résultat est-il véritablement indéterminé, fondamentalement aléatoire, créé au moment même de l'interaction avec le polariseur? C'est ici que nous rencontrons le concept de superposition, peut-être l'idée la plus contre-intuitive et la plus mal comprise de toute la physique. La superposition ne signifie pas que le photon est secrètement dans un état ou un autre et nous ne savons pas lequel. Ce n'est pas comme une pièce de monnaie lancée en l'air qui est déjà face ou pile, mais que nous ne pouvons pas voir pendant qu'elle tourne. Non. La superposition signifie que le photon n'a littéralement pas d'état défini de polarisation par rapport au polariseur à 45 degrés. Il n'est pas vertical, mais peut-être aussi diagonal. Il n'est pas en train de décider. Il est dans un état quantique qui contient les deux possibilités simultanément, de manière fondamentale et irréductible. Le photon n'a pas de polarisation définie par rapport à l'axe du polariseur jusqu'au moment exact de la mesure. Les physiciens expriment cela en utilisant la notation de Dirac, un langage mathématique élégant inventé par Paul Dirac. Un photon polarisé verticalement est écrit comme le quai de Fay, noté entre une barre verticale et un chevron. Un photon polarisé horizontalement est le ket H. Et un photon polarisé à 45 degrés peut être écrit comme une superposition. 1 sur racine de 2 fois le ket V
plus 1 sur racine de 2 fois le ket h. Cette écriture signifie que le photon polarisé à 45 degrés est une combinaison quantique des états verticales et horizontales avec des probabilités égales de être trouvé dans l'un ou l'autre état lors d'une mesure dans la base verticale-horizontale. Et inversement, un photon polarisé verticalement peut être écrit comme une superposition des états à 45 degrés et moins 45 degrés. Tout dépend de la base dans laquelle vous choisissez de mesurer. Le photon n'a pas de polarisation intrinsèque indépendante de la mesure. Sa polarisation est relative à l'appareil de mesure. C'est un point absolument fondamental et je veux m'assurer qu'il est parfaitement clair, parce que tout ce qui suit en dépend. Il y a une différence immense, un gouffre philosophique entre dire « nous ne savons pas dans quel état spit est le photon » et dire « le photon n'a pas d'état défini ». La première affirmation est de l'ignorance classique, comme ne pas savoir si une pièce cachée sous une tasse est face ou pile. La pièce EST, face ou pile, nous ne le savons simplement pas. La seconde affirmation est la réalité quantique. Le photon n'est pas dans un état défini. Il n'y a rien à savoir. L'état n'existe pas avant la mesure. La mesure ne révèle pas une propriété préexistante, elle crée la propriété. C'est comme si la pièce sous la tasse n'était ni face ni pile jusqu'au moment où vous soulevez la tasse et que l'acte de soulever la tasse forçait la pièce à devenir l'un ou l'autre. Cela nous amène au célèbre problème de la mesure, l'un des problèmes les plus profonds et les plus débattus de toute la physique. Que se passe-t-il exactement lors d'une mesure quantique? Avant la mesure, le photon est dans une superposition, un état mathématiquement bien défini qui contient plusieurs possibilités. Après la mesure, le photon est dans un état défini. Il a passé le polariseur où il a été bloqué. Quelque chose s'est passé entre les deux. Quelque chose a transformé une multiplicité de possibilités en un résultat unique. Les physiciens appellent cela l'effondrement de la fonction d'onde ou la réduction du paquet d'ondes. Mais que signifie réellement cet effondrement? Est-il un processus physique réel? Si oui, quand exactement se produit-il? Qu'est-ce qui le déclenche? Est-ce l'interaction avec le polariseur? L'interaction avec le détecteur derrière le polariseur? L'enregistrement du résultat par un ordinateur? La lecture du résultat par un être humain conscient? Personne ne le sait avec certitude. Les différentes interprétations de la mécanique quantique offrent des réponses radicalement différentes à ces questions. L'interprétation de Copenhague, formulée principalement par Niels Bohr et Werner Heisenberg dans les années 1920, dit que la mesure 920 dit que la mesure provoque l'effondrement de la fonction d'onde et qu'il est fondamentalement impossible et même dénué de sens de parler de l'état du système avant la mesure. Selon Copenhague, la mécanique quantique n'est pas une description de la réalité en soi, mais un outil pour prédire les résultats des mesures. L'interprétation des mondes multiples, proposée par Hugh Everett en 1957, dit qu'il n'y a pas d'effondrement. Toutes les possibilités se réalisent, mais dans des branches différentes de l'univers. Quand un photon rencontre un polariseur, l'univers se divise. Dans une branche, le photon passe. Dans l'autre, il est bloqué. Les deux résultats sont également réels, mais dans des univers parallèles qui ne peuvent plus interagir. L'interprétation de l'onde pilote, développée par Louis de Broglie et David Bohm, dit que les particules ont toujours des positions et des états définis, mais qu'elles sont guidées
par une onde qui contient l'information sur l'ensemble du système. Les variables cachées existent, mais elles sont non locales, c'est-à-dire qu'elles sont influencées instantanément par des événements distants. Chacune de ces interprétations essaie de sauver notre santé mentale face à l'absurdité apparente de la mécanique quantique. Chacune a ses forces et ses faiblesses. Mais voici ce qui est remarquable. Les photons polarisés vont rendre toutes ces interprétations inconfortables, parce que les expériences avec des photons polarisés ne se contentent pas de confirmer la mécanique quantique. Elles poussent ces implications jusqu'à leurs conséquences les plus extrêmes, les plus contre-intuitives, les plus dérangeantes. Et pour comprendre comment, nous devons maintenant plonger dans le plus grand débat de l'histoire de la physique. Nous sommes en 1935. Albert Einstein est le scientifique le plus célèbre du monde. Il a révolutionné la physique non pas une, mais deux fois, d'abord avec la relativité restreinte en 1905, puis avec la relativité générale en 1915. Il a contribué de manière fondamentale à la naissance de la mécanique quantique avec son explication de l'effet photoélectrique. Et pourtant, Einstein est profondément mal à l'aise avec la théorie qu'il a aidé à créer, non pas parce qu'il doute de ses prédictions, elles sont trop précises pour être contestées, mais parce qu'il rejette son interprétation. La manière dont Bohr et l'école de Copenhague veulent nous faire comprendre ce que la théorie signifie. Le désaccord d'Einstein repose sur deux principes philosophiques fondamentaux auxquels il est viscéralement attaché. Le premier est le réalisme. Les propriétés physiques des objets existent indépendamment de toute observation ou mesure. La Lune existe quand personne ne la regarde. Un photon a une polarisation définie même quand personne ne la mesure. Le monde réel est là, objectif, déterminé, attendant d'être découvert, pas créé par nos mesures. Le second principe est la localité. Aucune influence physique ne peut voyager plus vite que la lumière. Ce qui se passe ici et maintenant ne peut pas affecter instantanément ce qui se passe là-bas. C'est un pilier de la relativité, la théorie dont Einstein est le plus fier, et il refuse absolument de l'abandonner. La mécanique quantique, telle qu'interprétée par Bohr, viole ces deux principes. Elle dit que les propriétés n'existent pas avant la mesure, violant le réalisme. Et elle prédit des corrélations entre particules distantes qui semblent nécessiter une influence instantanée, violant la localité. Einstein est convaincu que cela signifie que la mécanique quantique est incomplète. Il doit y avoir des variables cachées, des informations supplémentaires que nous ne connaissons pas encore, qui déterminent les résultats des mesures à l'avance et qui expliquent les corrélations sans recourir à l'action à distance. La mécanique quantique est correcte dans ses prédictions, pense Einstein, mais elle n'est pas la théorie fondamentale. Elle est une approximation d'une théorie plus profonde qui restaurera le réalisme et la localité. Pour défendre cette position, Einstein, avec deux collègues, Boris Podolsky et Nathan Rosen, publie en 1935 un article qui deviendra l'un des plus célèbres de l'histoire de la physique. L'article s'intitule « La description de la réalité physique par la mécanique quantique peut-elle être considérée comme complète ?» et il présente ce qui est maintenant connu sous le nom de paradoxe EPR, d'après les initiales des trois auteurs. L'argument EPR est brillant dans sa simplicité et dévastateur dans ses implications. Voici comment il fonctionne. Imaginez que vous créez deux particules qui sont intriquées, c'est-à-dire dont les états quantiques sont corrélés d'une manière spécifique. Pour rester dans notre thème, prenons deux photons
dont les polarisations sont intriquées. Si l'un est trouvé polarisé verticalement, l'autre sera toujours trouvé polarisé horizontalement et vice-versa. Nous ne savons pas à l'avance lequel sera vertical et lequel sera horizontal, mais nous savons qu'ils seront toujours opposés. Maintenant, séparez ces deux photons et envoyez-les dans des directions opposées. Laissez-les s'éloigner l'un de l'autre jusqu'à ce qu'ils soient séparés par une distance aussi grande que vous voulez. Des kilomètres, des millions de kilomètres, des milliards d'années-lumière, s'il le faut. Puis mesurez la polarisation du premier photon. Disons que vous trouvez qu'il est polarisé verticalement. Instantanément, sans aucun délai, vous savez que le second photon sera trouvé polarisé horizontalement. Peu importe la distance qui les sépare, peu importe qu'aucun signal n'ait eu le temps de voyager entre eux, vous connaissez l'état du second photon avec une certitude absolue. Maintenant, raisonne Einstein, il y a deux possibilités. Première possibilité, la mesure du premier photon a instantanément affecté l'état du second photon, même à une distance arbitrairement grande. C'est l'action fantomatique à distance, et elle viole la relativité qui interdit toute influence plus rapide que la lumière. Einstein refuse cette possibilité. Deuxième possibilité. Le second photon avait déjà un état défini de polarisation avant la mesure. Et la mesure du premier photon n'a fait que révéler une corrélation préexistante. Les deux photons portaient l'information dès le début, comme deux enveloppes scellées contenant des messages complémentaires. Quand vous ouvrez une enveloppe et lisez « verticale », vous savez que l'autre dit « horizontale », non pas parce que votre lecture a changé l'autre enveloppe, mais parce que l'information était là depuis le début. Si la deuxième possibilité est correcte, alors les photons avaient des états définis avant la mesure, ce qui signifie que la description quantique, qui dit qu'ils n'avaient pas d'état défini, est incomplète. Il manque quelque chose, les variables cachées, qui déterminent les résultats à l'avance. La conclusion d'Einstein est un échec et mat, ou du moins, c'est ce qu'il pense. Si la mécanique quantique est correcte dans ses prédictions, alors soit il y a une action instantanée à distance, ce qui est absurde, soit les propriétés existent avant la mesure, ce qui signifie que la mécanique quantique est incomplète. Dans les deux cas, l'interprétation de Copenhague est réfutée. Einstein est convaincu d'avoir démontré de manière définitive que la vision de Bohr est insoutenable. Niels Bohr, le chef de file de l'école de Copenhague, a répondu au paradoxe EPR la même année. Sa réponse est considérée par beaucoup comme l'un des textes les plus obscurs et les plus difficiles de la physique. Bohr rejette l'hypothèse fondamentale d'Einstein, l'idée que les deux photons peuvent être traités comme des systèmes séparés et indépendants une fois qu'ils se sont éloignés l'un de l'autre. Selon Bohr, les deux photons forment un seul système quantique indivisible, peu importe la distance qui les sépare. Vous ne pouvez pas parler de l'état d'un des photons indépendamment de l'ensemble du dispositif expérimental, y compris l'autre photon et les deux appareils de mesure. Le système ne peut pas être divisé. La question, quelle est la polarisation du photon avant la mesure, n'a tout simplement pas de sens, selon Bohr. Ce n'est pas que nous ne connaissons pas la réponse, c'est que la question elle-même est mal posée. C'est comme demander « Quelle est la couleur d'1 kilomètre ?» La question n'a pas de réponse, parce qu'elle n'a pas de sens. Bohr dit essentiellement à Einstein « Vous posez la mauvaise question. Vous demandez ce que la particule EST avant la mesure, mais cette question n'a pas de signification physique. La mécanique quantique ne décrit pas ce que les choses sont. Elle décrit ce que nous observerons
quand nous ferons une mesure dans un contexte expérimental spécifique. Et ce contexte inclut l'ensemble du dispositif, les 2 photons, les 2 polariseurs, les 2 détecteurs, tout. Cette réponse a rendu Einstein fou de frustration. Pour lui, Bohr esquivait la question au lieu d'y répondre. Pour Bohr, Einstein s'accrochait à des concepts classiques qui n'avaient plus de pertinence dans le monde quantique. Le débat est devenu personnel, passionné, philosophique, autant que scientifique. Les 2 titans de la physique du XXe siècle s'affrontaient sur la question la plus fondamentale qui soit. Qu'est-ce que la réalité ? Et pendant 29 ans, de 1935 à 1964, le débat est resté sans résolution. C'était une impasse philosophique. Les 2 camps avaient des arguments valides. Les 2 camps avaient des intuitions profondes sur la nature de la réalité. Et il n'existait aucune expérience capable de départager les 2 visions. La plupart des physiciens ont suivi Bohr, non pas nécessairement parce qu'ils comprenaient ou acceptaient sa philosophie, mais parce que l'interprétation de Copenhague fonctionnait pragmatiquement. Elle donnait les bonnes prédictions, et c'est tout ce dont la plupart des physiciens avaient besoin. L'attitude dominante était celle du « tais-toi et calcule », attribuée souvent à Richard Feynman, bien qu'il ne l'ait probablement jamais dite sous cette forme exacte. La question de savoir ce que la mécanique quantique signifie vraiment a été reléguée au domaine de la philosophie, considérée comme sans importance pratique pour la physique. Mais en 1964, un physicien irlandais discret travaillant au CERN, le laboratoire européen de physique des particules à Genève, a changé tout cela. Son nom était John Stuart Bell, et ce qu'il a accompli est peut-être la plus profonde contribution à notre compréhension de la réalité, de toute l'histoire de la pensée humaine. Bell a réalisé quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que ni Einstein ni Bohr n'avaient vu. Le débat EPR n'est pas seulement un débat philosophique. Il peut être tranché par une expérience. Il existe une manière de tester si les variables cachées d'Einstein existent ou non. Il est possible de concevoir une expérience dont le résultat sera différent selon que l'univers fonctionne comme Einstein le pensait ou comme Bohr le pensait. Nous sommes à mi-chemin de l'un des voyages les plus extraordinaires de toute la science. Si votre esprit est déjà époustouflé, attendez, parce que ce qui vient ensuite a littéralement remporté le prix Nobel. Si vous appréciez cette plongée en profondeur, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela aide ce type de contenu à atteindre d'autres esprits curieux comme le vôtre. Et dites-moi dans les commentaires, jusqu'ici, êtes-vous du côté d'Einstein ou du côté de Bohr? Les variables cachées existent-elles ou la réalité est-elle véritablement indéterminée? John Stuart Bell était un homme modeste et méticuleux, un physicien des particules de formation qui s'intéressait aux fondements de la mécanique quantique à une époque où cela était considéré comme un passe-temps excentrique, voire nuisible pour la carrière. La plupart des physiciens de l'époque considéraient les questions fondamentales comme résolues par Bohr, ou du moins comme non pertinentes pour la pratique de la physique. Mais Bell n'était pas convaincu. Il sympathisait avec Einstein, avec l'idée que la physique devait décrire une réalité objective. Et pourtant, en essayant de défendre cette position, il a découvert quelque chose qui l'a profondément troublé. L'idée de Bell est la suivante. Si Einstein a raison et que des variables cachées déterminent les résultats des mesures à l'avance, alors il existe une limite mathématique stricte à la force des corrélations que l'on peut observer entre deux particules intriquées. Cette limite est connue sous le nom d'inégalité de Bell.
Si en revanche Bohr a raison et que la mécanique quantique est complète, sans variables cachées, alors les corrélations observées peuvent dépasser cette limite. La mécanique quantique prédit des corrélations plus fortes que ce que toute théorie à variables cachées locales peut produire. Laissez-moi vous expliquer cela avec une analogie avant de plonger dans les détails. Bell avait un ami nommé Reinhold Bertelsmann qui avait une habitude excentrique. Il portait toujours des chaussettes de couleurs différentes. Si vous voyiez que la chaussette sur son pied gauche était rouge, vous saviez instantanément que celle sur son pied droit n'était pas rouge. C'est une corrélation classique parfaitement explicable. Bertelsmann avait choisi ses chaussettes le matin et l'information était déterminée à l'avance. Voir une chaussette ne changeait pas l'autre, cela vous informait simplement d'un fait préexistant. C'est exactement le type de corrélation qu'Einstein envisageait pour les particules intriquées. Les photons porteraient des instructions cachées, comme les chaussettes de Bertelsmann, et la mesure de l'un ne ferait que révéler l'instruction préexistante. Mais Bell a montré que les corrélations entre photons intriqués sont d'un type fondamentalement différent. Elles sont plus fortes que ce que n'importe quelle préprogrammation peut expliquer. C'est comme si les chaussettes de Bertelsmann changeaient de couleur en fonction de la manière dont vous regardiez et qu'elles le faisaient d'une manière coordonnée qui ne pouvait pas être prédéterminée. Pour comprendre cela en détail, plongeons dans le dispositif expérimental que Bell a imaginé. Le dispositif implique deux photons intriqués envoyés dans des directions opposées vers deux détecteurs, chacun équipé d'un polariseur. Chaque expérimentateur peut orienter son polariseur à l'angle qu'il souhaite, indépendamment de l'autre. Pour chaque paire de photons, chaque détecteur enregistre un résultat. Le photon a passé le polariseur, notons cela +1, ou le photon a été bloqué, notons cela -1. Les expérimentateurs répètent l'expérience des milliers de fois avec différentes combinaisons d'angles de polariseurs et ils calculent les corrélations entre leurs résultats. Maintenant, soyons précis. Supposons que les expérimentateurs, appelons-les Alice et Bob, comme c'est la tradition en physique quantique, utilisent 4 angles spécifiques, 0 degré, 22,5 degrés, 45 degrés et 67,5 degrés. Pour chaque paire de photons, Alice choisit aléatoirement l'un des angles pour son polariseur et Bob fait de même. Après de nombreuses mesures, ils calculent une quantité appelée S, qui est une combinaison spécifique de corrélation entre différentes paires d'angles. Voici le résultat crucial de Bell. Si des variables cachées locales déterminent les résultats, alors la quantité S ne peut jamais dépasser la valeur 2. C'est l'inégalité de Bell, et elle est un théorème mathématique, pas une approximation. Si le monde fonctionne comme Einstein le pensait, si les photons portent des instructions cachées qui déterminent leur réponse à l'avance, et si aucune influence ne voyage plus vite que la lumière, alors S est inférieur ou égal à 2. Point final. Pas de négociation, pas d'exception. Mais la mécanique quantique prédit que S peut atteindre la valeur 2 fois racine de 2, soit environ 2,828. C'est significativement plus grand que 2. Les corrélations quantiques sont plus fortes que tout ce que les variables cachées locales peuvent produire. La mécanique quantique prédit une violation de l'inégalité de Bell. Prenons un moment pour apprécier la profondeur de cette découverte. Bell n'a pas simplement montré que la mécanique quantique
est différente de la physique classique. Il a montré que la mécanique quantique est plus corrélée que toute théorie classique possible. Ce n'est pas une question de trouver les bonnes variables cachées, les bonnes instructions secrètes portées par les photons. Aucun ensemble de variables cachées, aussi sophistiqué soit-il, ne peut reproduire les corrélations prédites par la mécanique quantique, à condition de respecter la localité. L'inégalité de Bell est un mur infranchissable que sépare le monde classique du monde quantique. Et maintenant, comprenons ce que signifie réellement une violation de l'inégalité de Bell. Si l'expérience montre que S est supérieur à 2, alors au moins l'une des hypothèses suivantes est fausse. Premièrement, le réalisme. Les propriétés physiques existent avant la mesure. Deuxièmement, la localité. Aucune influence ne voyage plus vite que la lumière. Troisièmement, la liberté de choix. Les expérimentateurs sont libres de choisir les angles de leur polariseur indépendamment de l'état des photons. Si l'inégalité est violée, au moins l'une de ces trois hypothèses, qui semblent toutes parfaitement raisonnables et évidentes, doit être abandonnée. La réalité ne peut pas être à la fois locale et réaliste si la liberté de choix est maintenue. Voyez-vous ce que Bell a accompli? Il a transformé un débat philosophique apparemment insoluble en une expérience de laboratoire. Tout ce qu'il faut, c'est créer des paires de photons intriqués, mesurer leur polarisation à différents angles, calculer les corrélations et voir si S dépasse 2 ou non. Si S reste inférieur ou égal à 2, Einstein avait raison et il existe des variables cachées. Si S dépasse 2, la réalité n'est pas localement réaliste et notre conception fondamentale du monde doit être révisée. Bien sûr, il y a une grande différence entre concevoir une expérience théorique et la réaliser en pratique. Bell a publié son théorème en 1964, mais la technologie de l'époque n'était pas suffisante pour réaliser l'expérience avec la précision nécessaire. Il a fallu attendre plusieurs années pour que la technologie rattrape la théorie. Le premier à relever le défi de manière significative a été John Clauser, un jeune physicien américain qui a découvert le théorème de Bell alors qu'il était étudiant et qui en a été immédiatement captivé. En 1972, Clauser et son collègue Stuart Friedman ont réalisé la première véritable expérience de test de l'inégalité de Bell en utilisant des photons polarisés émis par des atomes de calcium excités. L'expérience de Clauser et Friedman était ingénieuse, mais imparfaite. Ils ont excité des atomes de calcium avec un laser, provoquant l'émission de paires de photons intriqués. Ces photons étaient envoyés dans des directions opposées vers des polariseurs, et les coïncidences entre les détections étaient comptées pour différentes orientations des polariseurs. Le résultat était clair, l'inégalité de Bell était violée. Les corrélations observées étaient plus fortes que ce que toute théorie à variables cachées locales pouvait prédire. La mécanique quantique avait raison. Einstein avait tort. Mais les critiques n'étaient pas convaincus. Et ils avaient des raisons légitimes de douter. L'expérience de Clauser présentait ce que les physiciens appellent des failles ou des échappatoires. La plus importante était la faille de la communication ou faille de la localité. Dans l'expérience de Clauser, les orientations des polariseurs étaient fixées avant le début de chaque série de mesures. Cela signifiait qu'en principe, le premier photon pouvait savoir l'orientation du polariseur distant et ajuster son comportement en conséquence par un mécanisme classique inconnu voyageant à la vitesse de la lumière, ou moins. Les polariseurs
n'était pas changé assez vite pour exclure cette possibilité. En d'autres termes, il existait une explication alternative, certes peu plausible, mais logiquement possible, qui préservait les variables cachées locales. C'est là qu'Alain Aspect entre en scène, et son expérience de 1982 est véritablement le moment où la physique a changé pour toujours. Aspect, un physicien français travaillant à l'Université Paris-Sud, a conçu une expérience qui fermait la faille de la communication d'une manière élégante et définitive. Son innovation cruciale était d'utiliser un commutateur ultra rapide qui changeait l'orientation des polariseurs de manière aléatoire pendant que les photons étaient en vol, c'est-à-dire après qu'ils avaient été émis, mais avant qu'ils n'atteignent les détecteurs. Les changements d'orientation étaient effectués si rapidement qu'aucun signal voyageant à la vitesse de la lumière n'aurait eu le temps de porter l'information d'un polariseur à l'autre. Les deux détections étaient séparées par un intervalle de type espace en termes de relativité, ce qui signifie qu'aucune influence causale ne pouvait relier les deux événements. Le résultat de l'expérience d'Aspect était spectaculaire. L'inégalité de Bell était violée par 5 écarts types, une marge statistique qui rendait le résultat pratiquement indiscutable. Les corrélations entre les photons intriqués correspondaient exactement aux prédictions de la mécanique quantique et dépassaient largement la limite imposée par l'inégalité de Bell. Les variables cachées locales étaient mortes. Einstein avait définitivement perdu le débat. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La science est un processus cumulatif et chaque expérience ouvre de nouvelles questions et de nouvelles failles potentielles à fermer. Anton Zeilinger, un physicien autrichien d'une créativité expérimentale remarquable, a consacré sa carrière à repousser les limites de ses tests. Dans les années 1990 et 2000, Zeilinger et son équipe ont réalisé des expériences de test de l'inégalité de Bell sur des distances de plus en plus grandes, d'abord entre différents bâtiments, puis entre les deux rives du Danube, puis entre des îles séparées par des kilomètres d'océan. À chaque étape, les corrélations quantiques étaient confirmées et l'inégalité de Bell était violée. Zeilinger a également utilisé des générateurs de nombres aléatoires quantiques pour choisir les orientations des polariseurs, fermant davantage la faille de la liberté de choix. Ensemble, ces trois scientifiques, Closer, Aspect et Zeilinger, ont constitué un programme de recherche de 50 ans qui a définitivement établi la violation de l'inégalité de Bell comme un fait expérimental. Et en 2022, le Comité Nobel a reconnu cet accomplissement en leur décernant le prix Nobel de physique pour des expériences avec des photons intriqués, établissant la violation des inégalités de Bell et ouvrant la voie à la science de l'information quantique. Mais ce que le Comité Nobel a dit dans son communiqué est peut-être encore plus remarquable que le prix lui-même. Le communiqué déclarait que ces expériences avaient établi que l'univers n'est pas localement réel. Relisez cette phrase. L'univers n'est pas localement réel. C'est le Comité Nobel de physique qui dit cela, pas un philosophe spéculatif, pas un auteur de science-fiction, pas un mystique New Age. L'institution scientifique la plus prestigieuse du monde a officiellement reconnu que la réalité, telle que nous la concevons intuitivement, n'existe pas. Laissez cela pénétrer un moment. Depuis les temps les plus reculés, les êtres humains ont vécu avec l'hypothèse implicite que le monde autour d'eux est réel
de manière objective et indépendante, que les objets ont des propriétés définies, qu'ils aient ou non un observateur, et que les événements distants sont indépendants les uns des autres. Cette hypothèse a servi de fondation à toute la pensée scientifique, à toute la philosophie, à toute notre compréhension quotidienne du monde. Et elle est fausse. Les photons polarisés l'ont prouvé. Maintenant, plongeons plus profondément dans l'intrication quantique elle-même, ce phénomène extraordinaire qui est au cœur de toutes ces expériences. Comment crée-t-on des photons intriqués? Le processus le plus couramment utilisé s'appelle la conversion paramétrique spontanée, descendante, un nom intimidant pour un concept élégant. Voici comment cela fonctionne. Vous prenez un photon de haute énergie, disons un photon ultraviolet, et vous le dirigez vers un type spécial de cristal non linéaire, typiquement un cristal de bêta-borate de barium, connu sous le sigle BBO. Quand le photon ultraviolet entre dans le cristal, il a une certaine probabilité de se diviser spontanément en deux photons de plus basse énergie. Ces deux photons, souvent appelés photons signal et complémentaires, ont ensemble la même énergie et la même quantité de mouvement que le photon original, en vertu des lois de conservation. Mais le point crucial est que les polarisations de ces deux photons sont intriquées. Si le cristal est configuré de manière appropriée, les deux photons émergent dans un état où leurs polarisations sont corrélées d'une manière spécifique qui ne peut pas être décrite en termes de propriétés individuelles. Par exemple, ils peuvent être dans un état dit singulet, où la polarisation totale est nulle. Cela signifie que si vous mesurez un photon et trouvez qu'il est polarisé verticalement, l'autre sera nécessairement trouvé polarisé horizontalement et vice-versa. Mais, et c'est le point crucial, aucun des deux photons n'a une polarisation définie avant la mesure. L'état quantique du système est une superposition. Le ket V pour Alice et H pour Bob, plus le ket H pour Alice et V pour Bob, le tout divisé par racine de 2. Le système est dans les deux configurations simultanément, et ce n'est que la mesure de l'un des photons qui force le système entier à se projeter dans l'un des deux cas. Ces deux photons sont maintenant connectés d'une manière qui défie toute intuition classique. Vous pouvez les séparer, les envoyer dans des directions opposées, les éloigner de milliers de kilomètres, et leur corrélation persiste. Mesurez l'un et vous affectez instantanément l'état de l'autre. Il n'y a pas de délai, pas de signal, pas de mécanisme de transmission. La corrélation est non locale, elle transcende l'espace. Mais ici, il est absolument crucial de comprendre ce que l'intrication est et ce qu'elle n'est pas. L'intrication est une corrélation quantique plus forte que toute corrélation classique. C'est un état quantique partagé où les deux photons sont décrits par une seule fonction d'onde indivisible. C'est non local. La corrélation existe indépendamment de la distance. Mais l'intrication n'est pas de la communication plus rapide que la lumière. C'est un point absolument essentiel. Vous ne pouvez pas utiliser l'intrication pour envoyer un message d'Alice à Bob plus vite que la lumière. La raison est subtile, mais fondamentale. Le résultat de la mesure d'Alice est aléatoire. Elle ne peut pas contrôler quel résultat elle obtient. Elle mesure et trouve, disons, vertical, mais elle n'a pas choisi d'obtenir vertical. Elle aurait pu obtenir horizontal avec la même probabilité. Donc, le résultat qu'elle obtient ne porte aucune information qu'elle a choisi d'envoyer. Du côté de Bob, il mesure son photon et obtient un résultat, mais sans connaître le résultat d'Alice,
son résultat semble parfaitement aléatoire. Ce n'est que quand Alice et Bob comparent leurs résultats, une comparaison qui nécessite une communication classique à la vitesse de la lumière, ou moins, qu'ils découvrent les corrélations. C'est ce qu'on appelle le théorème de non-signalisation, et il préserve la compatibilité entre la mécanique quantique et la relativité. L'intrication crée des corrélations instantanées, mais ces corrélations ne peuvent pas être utilisées pour transmettre de l'information. C'est comme si l'univers nous taquinait. Il nous montre une connexion instantanée à travers l'espace, mais il nous empêche de l'utiliser pour communiquer. La corrélation est réelle, elle est instantanée, mais elle ne viole pas la causalité. L'intrication n'est pas non plus de la téléportation de matière, comme dans Star Trek. Aucune particule ne voyage d'un endroit à l'autre. Aucune énergie n'est transmise instantanément. Ce qui est partagé, c'est de l'information quantique, un état, une corrélation, mais pas de la matière ou de l'énergie. Et l'intrication n'est pas une force ou un signal entre les particules. Il n'y a pas de fil invisible reliant les deux photons. La connexion n'est pas dans l'espace, elle est dans l'espace de Hilbert, l'espace mathématique abstrait dans lequel les états quantiques vivent. Il y a aussi une propriété fascinante de l'intrication, appelée la monogamie de l'intrication. Si une particule est maximalement intriquée avec une autre particule, elle ne peut pas être intriquée du tout avec une troisième particule. L'intrication est exclusive. C'est une propriété qui n'a pas d'analogue classique et qui a des implications profondes pour la théorie de l'information quantique et la cryptographie quantique. Si quelqu'un essaie d'espionner une communication quantique basée sur l'intrication, l'acte même d'observer les photons détruit l'intrication, ce qui rend l'espionnage détectable. L'univers quantique protège ses secrets avec une efficacité redoutable. Nous avons maintenant les faits expérimentaux devant nous. Les inégalités de Bell sont violées. La réalité n'est pas localement réaliste. L'intrication est réelle et non locale. Mais que signifie tout cela ? Comment devons-nous comprendre un univers qui se comporte de cette manière ? C'est ici que nous entrons dans le territoire des interprétations de la mécanique quantique, un domaine où la physique rencontre la philosophie et où les plus grands esprits du monde ne sont toujours pas d'accord. L'interprétation de Copenhague est la plus ancienne et la plus largement enseignée. Formulée principalement par Niels Bohr et Werner Heisenberg dans les années 1920, elle a été l'interprétation dominante pendant la majeure partie du XXe siècle. Selon Copenhague, la mécanique quantique ne décrit pas la réalité elle-même, mais seulement ce que nous pouvons savoir de la réalité à travers nos mesures. La fonction d'onde n'est pas une entité physique réelle, c'est un outil mathématique qui encode nos connaissances et nos prédictions. Avant la mesure, il est dénué de sens de parler de l'état du photon. La question « Quelle était la polarisation du photon avant que nous la mesurions ?» est aussi dépourvue de sens que la question « Quel chemin a pris la particule à travers l'interféromètre ?» La mesure ne révèle pas une réalité préexistante. Elle participe à la création de ce que nous appelons la réalité. L'interprétation de Copenhague a des forces considérables. Elle est mathématiquement cohérente, elle donne des prédictions d'une précision inégalée dans toute l'histoire de la science, et elle nous libère de l'obligation de trouver un modèle intuitif de ce qui se passe réellement au niveau quantique. Mais elle a aussi des faiblesses profondes. Le problème de la mesure reste non résolu.
qu'est-ce exactement qu'une mesure et pourquoi provoque-t-elle l'effondrement de la fonction d'onde? L'observateur joue un rôle fondamental, mais qu'est-ce qu'un observateur? Un atome peut-il observer? Un chat peut-il observer? Seul un être humain conscient peut-il observer? Copenhague ne répond pas clairement à ces questions. Et il y a une critique plus profonde, souvent formulée, en disant que Copenhague nous dit de la fermer et calculer. Elle produit des résultats, mais elle ne nous dit pas ce qui se passe réellement. Pour beaucoup de physiciens, c'est profondément insatisfaisant. L'interprétation des mondes multiples offre une réponse radicalement différente. Proposée par Hugh Everett III en 1957, alors qu'il était étudiant de John Wheeler à Princeton, cette interprétation élimine complètement l'effondrement de la fonction d'onde. Selon Everett, il n'y a jamais d'effondrement. La fonction d'onde évolue toujours de manière unitaire, sans discontinuité, selon l'équation de Schrödinger. Quand un photon polarisé rencontre un polariseur et que deux résultats sont possibles, les deux résultats se produisent. L'univers se divise en deux branches. Dans l'une, le photon passe le polariseur. Dans l'autre, il est bloqué. Les deux branches sont également réelles, mais elles ne peuvent plus interagir après la séparation. Chaque mesure quantique crée une nouvelle bifurcation, et l'univers est un arbre immense de branches qui se ramifient sans cesse. En ce moment même, dans une autre branche du multivers, il existe une version de vous qui n'a pas cliqué sur cette vidéo. Dans cette branche de l'univers, cette personne ne sait pas ce qu'elle manque. L'interprétation des mondes multiples a une élégance mathématique remarquable. Elle résout le problème de la mesure en l'éliminant. Il n'y a pas de mesure spéciale, pas d'observateur privilégié, pas d'effondrement. Tout est décrit par la même équation. Mais elle a un coût ontologique vertigineux. Elle exige l'existence d'un nombre inconcevable d'univers parallèles, tous aussi réels les uns que les autres, la plupart inaccessibles pour toujours. Elle pose aussi le problème de la base préférée. Qu'est-ce qui détermine selon quelle base la scission se produit? Et elle a du mal à expliquer pourquoi nous observons des probabilités, puisque dans un sens, tout se produit avec certitude dans l'une ou l'autre branche. L'interprétation de l'onde pilote, aussi connue sous le nom de mécanique bohmienne, offre une approche radicalement différente. Initialement proposée par Louis de Broglie en 1927 et développée par David Bohm en 1952, cette interprétation restaure le réalisme en postulant que les particules ont toujours des positions et des propriétés définies. Un photon a toujours une polarisation définie à tout moment, qu'on le mesure ou non. Mais ces propriétés ne sont pas des variables cachées, locales, au sens de Bell. Elles sont guidées par une onde pilote, qui est essentiellement la fonction d'onde de la mécanique quantique standard, et cette onde pilote est non locale. Elle contient instantanément de l'information sur l'ensemble du système, y compris les particules distantes. Einstein aurait aimé le réalisme de la mécanique bohmienne. Les propriétés existent avant la mesure. Le monde est déterministe. Mais il aurait eu du mal avec la non-localité. L'onde pilote transmet des influences instantanées à travers l'espace, en violation de l'esprit de la relativité. La mécanique bohmienne est mathématiquement équivalente à la mécanique quantique standard dans toutes ses prédictions. Elle ne prédit aucun résultat expérimental différent, mais elle offre une image du monde radicalement différente. Un monde déterministe, mais non local, où les particules sont de vraies particules
suivant de vraies trajectoires, guidées par une onde qui connecte instantanément tout l'univers. Il existe une interprétation plus récente appelée cubisme ou bayésianisme quantique, développée principalement par Christopher Fuchs et Rüdiger Schack. Le cubisme pousse l'interprétation de Copenhague dans une direction encore plus radicale. Selon le cubisme, la fonction d'onde ne représente pas la réalité, ni même notre connaissance de la réalité, mais les croyances subjectives d'un agent, les attentes personnelles de l'observateur concernant les résultats futurs de ses actions. La mécanique quantique n'est pas une théorie sur le monde, c'est un guide pour un agent qui navigue dans le monde. Les résultats des mesures ne sont pas des propriétés objectives du monde, ce sont des expériences personnelles de l'agent. La fonction d'onde n'est pas à propos du photon, elle est à propos de vous et de ce que vous vous attendez à observer. Le cubisme résout élégamment de nombreux paradoxes de la mécanique quantique, y compris le problème de la mesure et la non-localité. Si la fonction d'onde n'est qu'une expression de croyance subjective, son effondrement n'est pas un processus physique, mais simplement une mise à jour des croyances, comme quand vous apprenez un fait nouveau et révisez vos attentes. Et la non-localité disparaît car les corrélations entre particules distantes ne sont pas des influences physiques, mais des corrélations dans les expériences d'un agent. Mais le prix à payer est élevé. Le cubisme semble renoncer à l'objectivité de la science, à l'idée que la physique décrit un monde objectif indépendant de nous. Il existe encore une autre interprétation fascinante, la mécanique quantique relationnelle, proposée par le physicien italien Carlo Rovelli. Selon cette vision, les propriétés physiques n'existent pas de manière absolue, mais seulement relativement à d'autres systèmes. La polarisation d'un photon n'est pas une propriété intrinsèque du photon. C'est une propriété de la relation entre le photon et le système qui interagit avec lui. Et deux observateurs différents peuvent avoir des descriptions différentes du même événement quantique, et les deux descriptions sont correctes. Il n'existe pas de vue depuis nulle part, pas de perspective divine qui donnerait la description vraie et absolue de la réalité. Voici la vérité inconfortable que toutes ces interprétations partagent. Elles sont toutes d'accord sur les mathématiques et les prédictions. Elles donnent toutes exactement les mêmes résultats pour toutes les expériences. Elles ne diffèrent que sur ce qui se passe réellement derrière les mathématiques. Et aucune expérience actuelle ne peut distinguer entre elles. Le secret le plus embarrassant de la mécanique quantique, la théorie la plus réussie de l'histoire de la science, est que nous ne savons pas ce qu'elle signifie. Nous savons comment l'utiliser, nous savons comment calculer avec une précision stupéfiante, mais nous ne savons pas ce que ces calculs nous disent sur la nature de la réalité. Et les photons polarisés sont au cœur de ce mystère. Passons maintenant aux expériences les plus extraordinaires et les plus récentes qui continuent de repousser les frontières de notre compréhension. L'une des plus fascinantes est l'effacement quantique à choix retardé, une expérience qui semble suggérer que le futur peut influencer le passé. L'idée vient d'une expérience de pensée proposée par John Wheeler, un physicien américain légendaire, qui était le mentor de Hugh Everett et de Richard Feynman. Wheeler a imaginé une variante de l'expérience de la double fente dans laquelle la décision de mesurer par quelle fente le photon est passé est prise après que le photon a déjà traversé les fentes. Selon la mécanique quantique standard, si vous pouvez déterminer par quelle fente le photon est passé, il n'y a pas d'interférence. Si vous ne pouvez pas le déterminer, l'interférence apparaît.
Mais que se passe-t-il si vous retardez la décision de regarder ou non l'information sur le chemin du photon jusqu'après qu'il a déjà atteint l'écran de détection? L'expérience a été réalisée pour de vrai en 1999 par Yoon-Ho Kim et ses collègues, et le résultat est exactement ce que la mécanique quantique prédit. Le motif d'interférence apparaît ou disparaît en fonction de la décision prise après l'arrivée du photon. C'est comme si le photon savait à l'avance si vous alliez regarder son chemin ou non et ajustait son comportement en conséquence. Ou, de manière encore plus troublante, comme si la décision future modifiait rétroactivement le comportement passé du photon. L'expérience utilise des photons intriqués pour marquer le chemin du photon signal à travers les fentes. Un photon signal traverse un cristal qui produit une paire de photons intriqués par conversion paramétrique descendante. L'un des photons va vers un écran de détection, l'autre vers un dispositif qui peut soit révéler, soit effacer l'information sur le chemin. Si l'information sur le chemin est disponible, le photon signal ne produit pas de motif d'interférence. Si l'information est effacée, le motif d'interférence réapparaît. Et cette décision d'effacer ou non l'information peut être prise après la détection du photon signal. Il faut être très prudent dans l'interprétation de cette expérience. Elle ne prouve pas la rétrocausalité, c'est-à-dire la capacité d'influencer le passé. Le motif d'interférence n'apparaît que quand on sélectionne les sous-ensembles de données correspondant à l'effacement de l'information. En regardant l'ensemble des données sans tri, aucun motif d'interférence n'est visible. C'est une subtilité cruciale. Mais l'expérience montre néanmoins quelque chose de profond. Les corrélations quantiques entre les photons intriqués transcendent non seulement l'espace, mais aussi, d'une certaine manière, le temps. La notion de séquence causale d'avant et d'après devient floue dans le monde quantique. Une autre expérience remarquable est l'état GHZ, nommé d'après Daniel Greenberger, Michael Horn et Anton Zeilinger. Alors que les tests originaux de l'inégalité de Bell nécessitent des mesures statistiques sur de nombreuses paires de photons pour voir la violation, l'état GHZ implique 3 ou plusieurs photons intriqués et produit une contradiction avec les variables cachées locales en une seule mesure. C'est une démonstration de la non-localité quantique sans recours aux statistiques, ce qui est conceptuellement plus puissant. L'idée est la suivante. Prenez 3 photons dans un état GHZ spécifique, effectuez des mesures de polarisation dans certaines bases sur les 3 photons. La mécanique quantique prédit que certaines combinaisons de résultats sont certaines, pas probables, mais certaines à 100%. Et ces certitudes sont incompatibles avec toute attribution préexistante de propriété. C'est-à-dire qu'il est logiquement impossible d'assigner des polarisations définies aux 3 photons avant la mesure d'une manière qui reproduise toutes les prédictions certaines de la mécanique quantique. Une seule mesure suffit pour le démontrer. Avec 2 photons, il faut beaucoup de mesures pour voir la violation statistique de l'inégalité de Bell. Avec 3 photons dans un état GHZ, une seule mesure suffit pour réfuter les variables cachées locales. C'est une démonstration plus directe, plus forte et plus élégante de la non-localité quantique. Et elle repose, encore une fois, sur la polarisation des photons. Parlons maintenant des tests de l'inégalité de Bell sans faille, les expériences qui ont fermé toutes les échappatoires majeures simultanément. En 2015, 3 groupes expérimentaux indépendants ont réalisé ce tour de force presque en même temps. L'expérience de Delft
aux Pays-Bas, dirigé par Ronald Hanson, a utilisé des électrons intriqués plutôt que des photons, mais le principe est le même. L'expérience de Vienne, dirigée par Anton Zeilinger, et l'expérience du NIST au Colorado ont utilisé des photons intriqués. Toutes trois ont fermé simultanément la faille de la localité en s'assurant que les choix de mesure et les résultats étaient séparés par des intervalles de type espace, la faille de la détection, en s'assurant qu'un nombre suffisant de photons était détecté pour exclure un biais d'échantillonnage, et la faille de la liberté de choix en utilisant des générateurs de nombres aléatoires quantiques pour choisir les paramètres de mesure. Et puis, il y a eu le test de Bell cosmique, une expérience magnifique dans sa conception. En 2018, une équipe internationale a réalisé un test de Bell, où les choix des paramètres de mesure n'étaient pas faits par des générateurs de nombres aléatoires sur Terre, mais par la lumière provenant de quasars distants. Les photons de ces quasars avaient été émis il y a des milliards d'années, bien avant que la Terre elle-même n'existe. L'idée est que si les choix de mesure sont déterminés par des événements cosmiques qui se sont produits il y a des milliards d'années, toute conspiration de variables cachées visant à simuler les corrélations quantiques aurait dû être mise en place il y a des milliards d'années, avant même la formation de notre système solaire. Le résultat, une fois de plus, a confirmé la violation de l'inégalité de Bell. Si une conspiration de variables cachées existe, elle remonte à au moins 7,8 milliards d'années, couvrant pratiquement toute l'histoire de l'univers. Il y a quelque chose de profondément beau dans cette expérience. Les scientifiques ont utilisé la lumière des objets les plus lointains de l'univers observable, des quasars situés à des milliards d'années-lumière, pour tester la nature la plus fondamentale de la réalité. La lumière qui a voyagé pendant des milliards d'années à travers le cosmos a été utilisée pour faire un choix aléatoire dans un laboratoire sur Terre, et ce choix a confirmé que l'univers n'est pas localement réaliste. Le cosmos lui-même a témoigné contre les variables cachées. Maintenant, explorons l'une des applications les plus extraordinaires des photons polarisés intriqués, la téléportation quantique. Non, ce n'est pas la téléportation de Star Trek. Personne ne disparaît d'un endroit pour réapparaître dans un autre. La téléportation quantique est le transfert d'un état quantique d'un lieu à un autre, en utilisant l'intrication et la communication classique. Le protocole a été proposé théoriquement en 1993 par Charles Bennett et ses collègues, et il fonctionne de la manière suivante. Supposons qu'Alice possède un photon dans un état quantique inconnu, une certaine polarisation qu'elle ne connaît pas et qu'elle veut transférer à Bob. Alice et Bob partagent au préalable une paire de photons intriqués. Alice effectue une mesure conjointe sur son photon à transférer et sur sa moitié de la paire intriquée. Cette mesure détruit l'état original du photon à transférer, mais elle produit un résultat classique, 2 bits d'information, qu'Alice envoie à Bob par un canal de communication classique, un téléphone, un email, un pigeon voyageur, peu importe. En recevant ces 2 bits, Bob sait quelle transformation appliquer à sa moitié de la paire intriquée. Après cette transformation, le photon de Bob se retrouve exactement dans l'état quantique que le photon original d'Alice avait, même si ni Alice ni Bob ne connaissent cet état. C'est remarquable à plusieurs niveaux. L'état quantique a été transféré sans qu'aucune particule physique ne voyage d'Alice à Bob. L'état original a été détruit chez Alice dans le processus, respectant le théorème de non-clonage
qui interdit de copier un état quantique. Le transfert nécessite à la fois l'intrication et la communication classique, donc il ne peut pas se faire plus vite que la lumière, préservant la causalité. Et pourtant, l'état quantique complet, avec toute son information, a été transféré intégralement et parfaitement. En 2017, une équipe chinoise dirigée par Jianwei Pan a réalisé une téléportation quantique du sol vers un satellite en orbite, le satellite Messius, situé à environ 1400 km d'altitude. L'état de polarisation d'un photon a été téléporté de la surface de la Terre à l'espace. La Chine a téléporté un état quantique vers l'espace en utilisant des photons polarisés. C'est l'un des accomplissements les plus extraordinaires de la physique expérimentale du XXIe siècle. La téléportation quantique n'est pas seulement une démonstration de la physique fondamentale. C'est un outil essentiel pour l'informatique quantique et les communications quantiques. C'est le mécanisme qui permettra un jour de connecter des ordinateurs quantiques en un réseau, un Internet quantique, et de transférer de l'information quantique sur de longues distances sans la dégrader. Parlons justement de la distribution quantique de clés, ou QKD, une application directe de la polarisation des photons qui pourrait révolutionner la sécurité des communications. Le protocole le plus célèbre est le BB84, inventé par Charles Bennett et Gilles Brassard en 1984. Son principe est élégant. Alice veut envoyer une clé secrète à Bob. Elle génère une séquence aléatoire de bits, des 0 et des 1, et pour chaque bit, elle prépare un photon polarisé, mais elle choisit aléatoirement l'une de deux bases de polarisation, soit la base rectiligne, où 0 est vertical et 1 est horizontal, soit la base diagonale, où 0 est à 45 degrés et 1 est à moins 45 degrés. Elle envoie ses photons à Bob un par un. Bob, de son côté, choisit aussi aléatoirement l'une des deux bases pour mesurer chaque photon. S'il choisit la même base qu'Alice, il obtient le bon résultat avec certitude. S'il choisit une base différente, il obtient un résultat aléatoire. Après la transmission, Alice et Bob comparent publiquement leur choix de base, pas leurs résultats, juste les bases. Ils gardent uniquement les résultats correspondant au cas où ils ont utilisé la même base et rejettent le reste. Cela leur donne une séquence de bits identiques qui constitue leur clé secrète.